Bonjour, donc je suis Vincent Boichard. J'ai un parcours de 20 ans dans les formations militaires de la sécurité civile. Parcours assez typique puisque ce sont des unités militaires détachées au ministère de l'Intérieur qui sont habillées en bleu comme des sapeurs-pompiers, camion rouge, gyrophare bleu, mais qui ne sont pas des sapeurs-pompiers. La particularité, on pourrait faire le pendant avec les États-Unis, c'est une réserve nationale, c'est-à-dire qu'on est la réponse de l'État, soit pour les catastrophes de grande ampleur sur le territoire national, soit pour la première réponse de l'État à l'étranger sur les grandes catastrophes. Et j'ai eu un parcours doublement atypique puisque j'ai commencé sur le terrain, chef de section, c'est-à-dire à diriger une trentaine de collaborateurs, jusqu'au niveau des plus hautes autorités de l'État, comme numéro 2 du centre interministériel de crise. Alors ces 20 ans, en réalité, j'ai pu connaître le monde et la France, malheureusement, par ces catastrophes. Ça va de l'explosion AZF, de tsunamis au Japon, en Indonésie, plusieurs tremblements de terre, que ce soit en Équateur, en Algérie, en Haïti, toutes les cyclones, tempêtes, et puis 15 ans de feu de forêt. Le feu de forêt qui est quand même une des composantes les plus dangereuses chez nous parce une cinétique assez rapide. Et c'est comme cela que je suis invité pour vous parler du courage. Et en même temps, le courage et l'humanisme, puisque les deux me semblent liés, puisque dans le courage, l'aspect humain est quand même au centre du courage, du moins du courage collectif, qui est quand même le marqueur fort des unités opérationnelles. Je pense que moi, ma définition du courage, c'est ce moment où on mesure les enjeux et les risques, et à un moment, les enjeux, malgré tout, sont à égalité ou même inférieurs aux risques, et on décide d'y aller quand même parce que il y a son vécu opérationnel, il y a son expérience, il y a aussi sa vision des choses, son éthique, son idéal peut-être qui va vous pousser à aller dépasser vos limites, à la fois individuelles et collectivement. Et dans les unités opérationnelles de sécurité civile, ce qui nous porte, je pense, la valeur qui nous porte le plus, c'est ce qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on est habité, on est formé pour aller au-delà de nos capacités par rapport à cette valeur qui est la nation, qui est le drapeau, qui est le collectif. Et ça, c'est une vraie force pour être courageux parce qu'à un moment, on ne va plus forcément réfléchir par rapport à ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour le collectif et ce qui va permettre d'aller au-delà de ses capacités individuelles. Et c'est quelque chose qui est très très important. Alors la valeur, ça s'entretient, c'est pas forcément inné. On a souvent la vocation. C'est Stendhal qui disait la vocation, c'est d'avoir pour passion son métier. Et en réalité, c'est très très vrai quand on choisit le métier des armes et le métier en plus de la sécurité civile. Mais moi, ma vraie passion derrière tout ça, c'était d'être sauveteur du monde. Et c'est quelque chose qui m'a animé pendant ces 20 ans d'unité opérationnelle et qui animait tous mes collaborateurs. Donc on avait vraiment cette valeur commune qui pouvait nous amener très très loin et surtout qui pouvait nous permettre à un moment de dire dans le scénario, la mort fait partie du scénario. C'est pas neutre comme approche. Et je pense qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est pour chacun, que représente pour vous en un seul mot la mort? Voilà.
Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et quand on arrive à, peut-être pas à la dompter, mais à faire avec, individuellement et collectivement, les limites par rapport au courage, on les repousse très 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 loin. Et ces côtés, donc je disais, valeurs s'entretiennent, parce qu'il y a les traditions, les cohésions. Les traditions chez nous, c'est qu'en réalité, on partage un vécu commun, on partage une histoire commune que l'on se transmet entre pairs et aussi avec les collaborateurs. On fait beaucoup, vous savez, les armées ou les forces opérationnelles, voilà, il y a beaucoup d'éléments communs qu'on partage, qui sont des prises d'armes, qui sont aussi quand je dis la cohésion, qui sont des entraînements, des événements plus ou moins positifs, c'est-à-dire qu'on fête ensemble les choses positives de la vie, mais aussi les choses très très dures. Ce qui fait qu'à un moment, je disais, l'individuel laisse la place au collectif. Et ce qu'on fait nous, ce qu'on appelle ce qui fait corps. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entité fait corps et le nous prend la place du jeu. Et quand on dit le nous prend la place du jeu, c'est là où on est super fort. Je vous donne un exemple. J'ai commandé pendant 3 ans le détachement d'intervention héliportée sur 3 hélicoptères pour accéder sur tous les feux inaccessibles. Donc 2 hélicoptères un peu gros, là où on met 10 personnes, et puis un hélicoptère un peu petit de commandement. Sauf que quand vous ne pouvez pas poser l'hélicoptère, parce que trop de relief, trop de végétation, vous allez descendre en rappel. Je peux vous dire que quand vous êtes à la porte de l'hélicoptère, moi, mon chef largueur, c'est un de mes collaborateurs, un de mes subordonnés. À ce moment-là, quand je disais la notion de courage, elle est professionnalisée. Je ne me pose pas la question, est-ce que je suis courageux pour me jeter de l'hélicoptère au bout d'une corde? Non. Parce que l'esprit de corps, il est là. C'est-à-dire que mon chef largueur, il est formé pour. L'équipage de l'hélicoptère, ils savent faire. On est en stationnaire, il y a du feu, ça bouge dans tous les sens. Mais au moment où il dit top largage, je me jette. Je me jette au bout de la corde. Et en plus de ça, je sais qu'il a une pince pour sectionner la corde, c'est un problème machine. Ouais. Mais c'est pas, à ce moment-là, je ne suis pas courageux au sens je vais dépasser mes limites. Non, je suis dans un cadre. C'est cadré, le courage, il a été professionnalisé. Et c'est là où c'est important. Dans nos unités, je pense qu'on professionnalise le courage individuellement, parce qu'on est capable de se former. On va très très loin dans la formation psychologique, physique. C'est-à-dire que physiquement, nous, des phases d'entraînement, c'est 24 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à partir de 24 heures, 24 heures d'entraînement, c'est-à-dire que même si on commence à déclencher l'entraînement à 22 heures du soir, on va travailler 24 heures parce qu'on va taper ce qu'on appelle dans le dur. On va aller se pousser loin et on sait qu'à un moment, on va connaître ses limites physiques. Moi, par exemple, je sais que quand je commence à avoir des raideurs au niveau du cou, dans les heures qui suivent, il me faut une petite phase de 2 heures de break et qui vont me redonner 10 heures de potentiel. C'est des choses qu'on doit connaître. Et tous, on arrive à se pousser le plus loin possible dans l'entraînement pour aller au plus proche de la réalité. Et la même chose psychologiquement, parce que quand on commence à être fatigué, on sait que notre capacité cognitive est affaiblie. Et donc, plus on sait travailler dans ces conditions en mode dégradé, plus on va être meilleur face au danger. Et en même temps, l'intérêt, c'est aussi de répéter. L'entraînement, c'est ça, c'est de répéter ces gestes-là. On appelle ça du drill. C'est-à-dire qu'on va séquencer, on va avoir une marge générale des opérations et surtout, on va faire des séquences avec des gestes qu'on va passer d'un savoir-faire conscient à un savoir-faire inconscient. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'essayer d'avoir un maximum de décor. C'est-à-dire que même si vous arrivez dans quelque chose qui est très chaotique, plus vous allez être entraîné, plus vous allez automatiser vos gestes, plus vous allez avoir un décor qui va être important. Et c'est ça qui fait que vous êtes professionnel. Les vues de l'extérieur, un non-initié va se dire ils sont courageux. Oui, mais on est courageux professionnellement parlant parce que une grosse partie de tout ça fait partie du décor. Je vous donne 2 exemples. Un qui va être en réalité le tout et son contraire, et puis un autre un peu plus concret. Les 2 exemples, donc, feu de forêt en Corse en 2000, le 24 août 2000, alors je me souviens bien de la date, parce que c'était 2 jours après la naissance de mon fils. Col de Vizavone, qui sépare la Haute-Corse à la Corse du Sud, on essayait de bloquer un feu qui était descendant dans une forêt de pins, un gros feu, 7-8 000 hectares, ça fait quand même des feux assez importants. Et si vous voulez, on avait des pommes de pin qui tombaient dans le feu en partie haute. Nous, on était sur la route, ça basculait en contrebas de nos véhicules et ça rallumait en bas. Donc, on courait entre le haut et le dessus. Et on avait un village qui était en contrebas qui risquait d'être menacé. Et à un moment, si vous voulez, vous avez une accumulation de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, les gaz, qui est tellement importante que tout le talvec s'est mis à prendre feu. Un peu comme un feu d'appartement, les flashovers qu'on peut voir dans les appartements, mais à l'air libre. Au lieu que ça soit juste l'évaporation des composés organiques au niveau de la matière, c'est
tout l'air qui vous entoure qui prend feu. La chance qu'on a eue, c'est que ça s'est produit déjà dans le Talweg qui était en dessous de nos véhicules. Et donc là, moi j'ai un de mes chefs de véhicule, je suis un chef d'agré, qui est au contact un peu au-dessus de cet événement-là, qui m'annonce cet événement. Et je lui dis ok, on se replie. Et j'avais des autres véhicules qui étaient plus sur la partie haute, et eux n'avaient pas vu cet événement-là. Donc il me dit ok, non, nous on le tient, ainsi de suite. Et là, moi là, je change d'intonation. Et quand je vous dis le courage est professionnel, c'est-à-dire que mes gars ils me connaissent aussi. Quand je commence à parler un peu plus vite à la radio et que je commence à tutoyer mes collaborateurs, là ils se disent, ils savent que ça ne va pas. Et donc tout le monde comprend qu'il faut se replier, tout le monde se jette sous les véhicules. On savait qu'on était dans une forêt de pins, donc on avait des lances qui étaient prêtes en dos. On se jette au sol, les véhicules se regroupent, on jette au sol, on ouvre, et là d'un coup, tout l'air s'embrase. Mais vraiment, on est au milieu d'une boule de feu. Le commandant des opérations de secours qui dirigeait le feu, au sens large du terme, lui nous envoie les avions pour nous larguer dessus parce qu'il se dit là, on va y rester. Puis moi, je demande un largage de sécurité. Donc on entendait les avions qui nous larguaient dessus, mais on ne voyait rien. Et si vous voulez, pour vous dire l'intensité du feu, moi j'avais donc mon véhicule qui était un 4x4 qui était venu se cogner au camion. Les camions peuvent créer des bulles d'eau. Les joints de la Land Rover avaient été sucés par le feu qui cherchait à prendre l'air où était mon conducteur à l'intérieur. J'avais un téléphone à l'époque, on avait des téléphones jetables qu'on remontait qui était sous le clapet d'aération. Il avait fondu à l'intérieur du véhicule. Donc vous voyez l'intensité du truc. Et pour vous dire le courage, cet événement-là peut sembler très courageux collectivement parce qu'à la fois l'entraînement nous a permis de nous en sortir. Mais moi, j'ai eu une faiblesse qui m'a gardé, mais que j'ai gardé très très longtemps et qui m'a poussé encore à être meilleur. C'est qu'à un moment, j'ai pensé à moi avant de penser à mes gars. C'est-à-dire qu'il y a eu une fraction de seconde, ça a duré, je sais pas, peut-être 2-3 secondes, peut-être je sais pas. Et je me suis dit, tu vas faire un orphelin, quoi. Et après, ça m'a travaillé très très longtemps, parce que quand vous êtes chef de section, moi j'avais 40 bonhommes, c'était mes enfants, quoi. Et je me suis dit, tu as pensé à toi avant d'avoir pensé à eux, quoi. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai fait preuve dans ce courage-là, j'ai fait preuve de faiblesse. Alors, ça s'est pas vu, hein, je pense pas, mais moi intellectuellement, ça m'a vraiment travaillé et je me suis imposé d'être encore plus fort, d'être encore donc plus exigeant avec eux et plus exigeant avec moi-même. Voilà, ça c'est un exemple qui me semble important parce que des fois, on peut sembler courageux, c'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'a pas de faille. Le deuxième élément, c'est le courage managérial, et là je vous ai amené en Haïti en 2010. 2010, séisme important sur Haïti qui a vraiment touché que la ville de Port-au-Prince, ce qu'on appelle un séisme crustal. C'est-à-dire que vraiment entre 0 et 10 km de profondeur, ça a rasé la ville. 250 000 morts sur 20 km², ça veut dire entre 5 000 et 10 000 morts au kilomètre carré. Et moi, je commandais des équipes de recherche spécialisées, c'est-à-dire qu'on a des équipes lourdes qui peuvent détecter et aller chercher les victimes. Moi, j'avais vraiment que des équipes légères, avec des caméras, des radars terrestres, des moyens d'écoute, pour aller passer sur ce qu'on appelle les chantiers, les bâtiments effondrés qui avaient déjà été reconnus, ou des zones inaccessibles pour les équipes lourdes, ou des zones qui me semblaient plutôt intéressantes. Et au bout de 7 jours, si vous voulez, les autorités et mes autorités, qui étaient l'ambassadeur, normalement c'est la norme, on arrête les recherches. Sauf que, je me dis 250 000 morts, c'est-à-dire que quand on arrive, nous on travaille sur 1%. On sait que quand on arrive 48 heures après à peu près, il y a 1% de personnes inconvénientes. Donc on était sur l'ordre de 2500 personnes qui pouvaient être encore sur les décombres 2-3 jours après. Donc c'était quand même énorme. Donc je me disais, 7 jours après, il en reste encore. On n'est pas dans quelque chose qui est normal. On est extraordinaire dans l'extraordinaire. On est vraiment, c'est l'ambiguïté dans l'ambiguïté, quoi. Donc tous les jours, je me battais en réunion de coordination pour dire donnez-moi 24 heures de plus. Bon, j'avais un paramètre qui était intéressant, c'est que le conseiller de l'ambassadeur, c'était un de mes anciens chefs avec qui j'ai fait beaucoup d'opérations et qui m'avait formé sur la recherche de victimes ensevelies. Donc il savait que je pouvais ce qu'on appelait emballer l'opération, c'est-à-dire aller plus loin que peut-être les autres. Et il me disait, bon, Boichard, tu me fais chier, mais je te donne 24 heures de plus. Vraiment, c'était, je mets ces termes entre guillemets, mais c'était ces termes à lui. Et donc, le 11e jour, le coup près tombe, on nous dit, vous rentrez. Fini. Fin des recherches, on arrête. Et donc, avec mes équipes, il était midi, je me dis, on va à l'hôpital français parce que c'était l'hôpital de campagne, c'était un de mes chefs aussi qui était là-bas. Et comme ça faisait quand même un petit moment qu'on mangeait des rations, on était en mode assez dégradé, je vais manger à l'hôpital parce qu'on mange plutôt pas mal. Et au moment où j'allais tourner, je reçois un coup de téléphone. J'avais un téléphone local, hein. Je pense que 50% des personnes vivantes à Port-au-Prince avaient mon numéro local. Et quelqu'un qui m'appelle, qui venait de la Cité Soleil, qui est la cité interdite, nord-ouest de Port-au-Prince. Alors je dis la cité interdite parce qu'elle a été interdite de reconnaissance par l'ONU.
Et nous, comme on était sous-tutelle français, j'étais quand même allé avec mes équipes. Ouais, déjà, côté instinctif. Et il me dit, il y a quelqu'un, j'entends bouger quelqu'un à côté de chez moi, sous les décombres. C'est tout un tas de petits commerces qui étaient les uns à côté des autres, qui étaient complètement effondrés. J'étais à la fois content qu'il m'appelle, mais si vous voulez, il était midi et quelques, 15h, on embarquait dans l'avion. Donc j'avais vraiment un enjeu. Les enjeux et les risques, ouais, tout à l'heure j'en parlais. J'avais beaucoup de risques par rapport aux enjeux qui étaient statistiquement des gens qui me disaient qu'il y avait encore des personnes vivantes. Ça faisait 10 jours que j'en croisais. Donc je lui dis, tu me confirmes l'information, tu es sûr de l'information, il me confirme 2 fois, 3 fois. Je dis ok, on y va. Et là donc mes gars qui étaient derrière, étaient plusieurs 4x4 qui suivaient. Au lieu de me voir tourner, ils me voient filer tout droit. Et là j'appelle le poste de commandement et je dis à un camarade, je pars ouest de Port-au-Prince, personne détectée vivante. Et c'est un camarade aussi qui était au poste de commandement qui me dit, mais tu dois pas prendre l'avion, ouais. Et donc on y va, sur ces entrefaites. On arrive sur place. Je mets en place mes équipes, on fait la détection radar et on confirme qu'il y a quelqu'un. 11 jours après. Et donc voilà, je fais venir les équipes lourdes derrière. Elle est sortie vivante. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était entre le rayon cosmétique et le rayon alimentaire. Coca, biscuits et Guinness. Comme quoi ça conserve, c'est ce que j'avais dit à l'époque, ça avait fait le zapping, c'était assez marrant, mais vous voyez le cadeau, quoi. 11 jours après, c'était complètement fou. Et là, donc les affaires étrangères appellent ma hiérarchie et disent, à l'époque j'étais capitaine, le capitaine Boichard, s'il veut, il reste. Et donc je reste. Et sur ces entrefaites, 4 jours après, on retrouve une autre victime vivante. Mais là, le truc complètement incroyable, une jeune fille de 16 ans qui était coincée entre 2 dalles, pareil, sur un renseignement qu'on va vérifier. Et pour la petite histoire, à côté d'un lycée sur lequel on avait passé une journée complète, il y avait plus de 500 morts et on aurait pu espérer trouver des vivants, on n'avait trouvé personne. Un bâtiment, une maison d'habitation complètement effondrée. Et là, une jeune fille, donc vraiment entre ces 2 dalles, on est 15 jours après, un truc complètement improbable et inexplicable au niveau physiologique, mais on pense qu'elle a été une espèce de sommeil ou de coma. C'est un petit peu ce qu'on dit, les gens qui sont soit pris dans les avalanches ou qui sont pris sous les décombres, perdent la notion du temps, donc ils se mettent en espèce de coma. Et le corps coincé entre ces 2 dalles, comme on avait quand même des températures très très favorables, a pu s'hydrater avec la condensation du béton. C'est comme ça que l'expliquaient les médecins, mais voilà, un vrai cadeau des dieux, vraiment le truc complètement fou. Et donc on la sort vivante, et puis là, pour la sortir, pareil, moi j'appelle le médecin, je lui dis la priorité médicalisation, on la sortir. Il me dit il faut la sortir très vite. Et là, sauf qu'on avait une porte métallique qui était tordue, qui pouvait couper en 2 si on se trompait dans la manipulation. Et donc là, moi j'ai pris mes responsabilités, j'ai donné les consignes de comment on allait le faire, et on l'a sorti en moins de 2 heures. Donc vraiment, c'était quelque chose qui pouvait sembler courageux, mais c'était à la fois très professionnel, et surtout, pour revenir au départ du moment où je fais ce choix-là, c'est l'intuition. Mais l'intuition, elle est liée à quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais tellement focus sur ma mission que le décor, je faisais complètement abstraction du reste. Et mon équipe, c'était pareil. On était comme des sportifs de haut niveau, comme je dis souvent, mais on ne connaît pas la date du match. Et là, on était dans le match. On était vraiment, tout était... et quand je suis parti, j'avais aucun doute sur le fait qu'on allait trouver quelqu'un au 11e jour et au 15e jour. Au 15e jour, quand j'ai donné les consignes de la façon de la sortir, parce que j'avais regardé ça avec un regard très très froid, très très professionnel au moment où j'ai dit comment on allait faire les 2 fois. Et c'est ça, être professionnel dans le courage. Et le dernier point qui me semble intéressant sur ce courage, en réalité, c'est ce qu'on appelle nous la base arrière. La base arrière, c'est la famille. C'est tout ce qui fait que l'on arrive à être aussi performant sur le terrain. Alors que moi, j'ai une femme qui est, je pense, qui est plus courageuse que moi, parce qu'elle a assumé ses 20 ans où, comment dire, on peut être courageux, mais on se fait quand même plaisir. On travaille en groupe, on est une meute, je veux dire, c'est ça être. Quand on est en section, quand on est en compagnie, quand on est en régiment. Alors que la base arrière, elle prend tous les problèmes de la vie de tous les jours. Et quand on sait que derrière ça tient, que les enfants sont tenus, que la maison est tenue, et qu'au moment où ça part de façon complètement inopinée, moi j'avais un contrat opérationnel qui était de départ en 3 heures n'importe où en France et dans le monde, sans date de retour. Bon, quand on sait que ça tient, ça vous aide à être ultra performant sur le terrain, parce que vous êtes concentré à 100% sur votre mission. Et la deuxième chose, c'est que ça vous aide aussi à trouver des ressources que vous n'imaginez même pas. Je reprends mon exemple qui est le plus commun, mais j'aurais pu le prendre sur d'autres exemples. Mais Haïti, il faut vous imaginer le contexte. Quand vous faites de la recherche pendant plus de 5-6 semaines de victimes ensevelies,
vous avez des odeurs qui sont nauséabondes. L'odeur de putréfaction d'écorce, quelque chose, ça vous prend, vous vous lavez, vous avez l'impression que vous ne la lâcherez jamais. Et à des moments, eh ben, vous avez l'impression que vous vous déshumanisez, vous quittez le monde des vivants parce que vous êtes sous les décombres et ça vous arrive à un moment, vous dites je vais passer du côté obscur, quoi. Et moi je me suis aperçu que j'avais mon corps et surtout mon esprit qui avait la capacité de reconstituer le parfum de mon épouse qui était trésor de Lancôme. Et ce qui était complètement incroyable. C'est-à-dire que le jour où j'en ai pris conscience, c'était complètement fou. C'est-à-dire que l'énergie qui me permettait de revenir du côté vivant, c'était le parfum de mon épouse qui était à 9000 km de là. Donc je trouve que c'est des choses que quand on en prend conscience, on se dit arrêter les limites du corps humain, les limites psychologiques, on peut quand même les pousser très 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 loin. Et je pense que ça fait partie de ce continuum de la professionnalisation du courage et du fait que bah voilà, quand on arrive à se pousser, quand on arrive à ne pas se donner ses propres barrières, à surpasser ces barrières limitantes, et ben on peut sembler courageux par rapport aux autres, mais c'est quand même, je pense, c'est tout ce chemin qui nous amène à pouvoir s'exposer, exposer peut-être sa vie pour sauver celle des autres, mais c'est un cheminement, c'est pas quelque chose qui est inné. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous aidera et surtout peut-être posez-vous aussi la question sur si vous deviez faire preuve de courage ou si vous deviez travailler votre courage, sur quelle fondation allez-vous la construire.